Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints à cette conférence sur les actions européennes. C'est la V2 puisqu'on avait déjà fait l'an dernier en fin d'année une conférence sur les actions européennes. Donc, ça va être bien aussi de faire un petit peu le bilan. Donc, c'est vrai que cette année 2021 est plutôt un bon cru pour les actions européennes. Alors, disons qu'en tous les cas, elles ne sont pas à la traîne des actions mondiales comme ça a pu être le cas de nombreuses années. Il y a eu aussi beaucoup de rotations sectorielles et de rotations de style. Ceux qui ont suivi le débat l'an dernier ont vu qu'il y avait un débat entre value et croissance. Je dirais que tout le monde a eu son moment, puisque on a eu un début d'année qui était plutôt value. On a eu un été de rotation sectorielle à nouveau vers le style croissance. Et le mois de septembre, je dirais que ça dépend des semaines, mais on va dire un peu plus value. Mais on verra que le débat est loin d'être aussi simple. Donc aujourd'hui, pour débattre des actions européennes, nous avons invité trois gérants. Donc Eric Bendahan d'Eleva Capital, Romain Burnand de Moneta Asset Management et enfin Laurent Dobler de Comgest. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un petit panel questions et je monitorerai les questions. Je vais poser une première question. C'est vrai que vous êtes des sélectionneurs de valeur et en général, vous mettez toujours en avant, on n'a pas de vue macro. Nous, on est vraiment dossier par dossier. Mais quand même, j'ose une question un peu macro, un peu top-down. C'est pourquoi est-ce qu'on ferait des actions européennes en ce moment? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui va faire qu'un investisseur aujourd'hui aurait intérêt à faire des actions européennes plutôt que d'acheter des actions monde, un fonds international, par exemple? Eric Benderan, est-ce que vous voulez bien commencer? Oui, c'est jamais évident de défendre les actions européennes compte tenu parfois d'un déficit de croissance souvent perçu, mais bon, souvent aussi avéré au-delà des années. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, si on prend un petit peu de recul, qu'on regarde la performance de l'indice un peu classique européen sur 5 ans et 10 ans, on est respectivement à plus 60 et plus 177%. Avec quand même des environnements qui ont été très compliqués, une pandémie sur les 5 dernières années, sur 10 ans aussi une crise de la zone euro qui était quand même assez profonde. Donc malgré cet environnement top-down qui n'est pas toujours facile, on a une capacité des entreprises européennes à s'adapter. Elles ont pu le montrer finalement dans cette pandémie. On retrouve maintenant des niveaux de marge et des niveaux de profit pour la plupart des entreprises assez similaires à ceux qu'ils avaient pré-crise. Donc voilà, la flexibilité des entreprises européennes est là. Elles ont l'habitude de fonctionner dans un environnement qui est souvent pas tellement évident. C'est vrai que si on regarde les niveaux de valorisation, on est en décote. Alors c'est vrai que vous allez me dire, la décote elle est chronique. Elle peut s'expliquer par des écarts de secteur, mais elle reste là, malgré finalement une assez bonne capacité des entreprises à s'adapter. Après, bon, on va avoir des portefeuilles, alors je ne sais pas pour mes confrères, mais chez nous, de l'ordre de 50 personnes, il y a 10 000 sociétés cotées. Donc c'est vrai que de 50 valeurs, pardon, sur 10 000 sociétés cotées. Donc ça laisse quand même pas mal de place de manœuvre aux choix de valeurs qui vont dans la durée faire la différence. Je sens qu'on est à deux doigts. Vous allez nous dire que c'est une année pour les stock pickers, mais ça vous le dites tous les ans, hein, finalement, les gérants. Laurent Dobler, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, des arguments en faveur de l'investissement en actions européennes? Non, enfin, moi, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est les sociétés européennes et c'est pas savoir si, en matière d'allocation d'actifs, de toute façon, les sociétés qu'on a en portefeuille, généralement, sont de plus en plus globales et qu'en fait, elles sont nées quelque part un peu par hasard maintenant et que souvent les enjeux, eh ben, c'est peut-être plus des questions sur le marché chinois, sur les États-Unis pour nos sociétés européennes que pour la simple Europe où c'est déjà bien si on se maintient en légère croissance. Voilà. C'est bon que pour nous, c'est vraiment du stock picking ces sociétés sont incorporées en Europe, même parfois une société comme Accenture, bon, est-ce qu'elle est vraiment européenne ou pas? Mais enfin, elle était incorporée en Europe, elle est globale et on pense que de plus en plus, ces différences géographiques, à moins qu'on ait des gros sujets géopolitiques, ont tendance à disparaître.
Merci. Alors maintenant, Éric Bendaon, vous l'avez un petit peu abordé, c'est la question de la valorisation. Et c'est vrai que quand on parle aux investisseurs, beaucoup disent bah, le marché, il commence à être cher. Enfin, c'est pas qu'il commence, il est cher depuis un petit moment. Est-ce qu'il faut toujours être investi en briques pures, c'est-à-dire en actions? Et la question, je vais la poser d'abord à Romain Burnand. Est-ce que vous continuez à trouver des actions sous-valorisées dans ce marché qui globalement peut être qualifié de cher? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça d'ailleurs. Euh, oui, alors le marché bien sûr est cher par rapport au price earning historique et compagnie, hein, ça il n'y a pas de discussion. Les valos sont quand même aujourd'hui extrêmement écartelés, hein, comme ils étaient l'an passé, mais la situation a pu légèrement évoluer, ils sont peut-être un peu rapprochés, mais il y a quand même un très gros écart de valorisation entre des sociétés qui aujourd'hui sont irréprochables, ont une bonne croissance, ont une structure financière, une bonne gouvernance, sont très liquides, et des sociétés qui ont des défauts. Donc aujourd'hui, les défauts sont chers payés par les sociétés. Dans un secteur qui est sous pression, sur lequel l'avenir n'est pas assuré, ça fait une forte décote. Être une société qui a des problèmes conjoncturels, ça fait le deuxième décote. Donc on trouve effectivement un fort écart entre les valorisations de sociétés, je dirais, normales et de sociétés consensuelles de très bonne qualité. Et c'est là où on peut effectivement trouver des affaires moins chères. Alors si on regarde par rapport au taux d'intérêt, aujourd'hui on a des taux d'intérêt qui restent à zéro. Et on a une inflation qui est de 2-3% en Europe, donc effectivement, c'est bien d'avoir des actifs réels. Alors là, effectivement, vous mettez sur le graphique des bénéfices. Oui, les valeurs qui n'étaient pas chères, leur bénéfice s'est effondré, les valeurs value, leur bénéfice s'est effondré pendant la crise Covid, c'est normal. Elles étaient souvent sur des secteurs plus cycliques et il y avait des inquiétudes sur elles. Elles ont rattrapé leur résultat par action a rattrapé les valeurs, quasiment rattrapé les valeurs de croissance. Alors, c'est des calculs monétaires, c'est forcément des calculs qui sont basés sur le consensus. Et Je vois Laurent Doppler fait un peu la moue. Je pense qu'il aura quelque chose à rajouter là-dessus. Alors, c'est le CAC 40 équipondéré, hein, c'est-à-dire le poids pondéré sur piqueur, donc à la limite qu'il y ait des très grosses valeurs des indices qui a les indices à la hausse et dont les résultats progressent. Équipondéré, on a à peu près la même trajectoire de résultats, avec plus de volatilité que les valeurs value. Et donc, quand on regarde les valorisations, l'écart, effectivement, c'est les valeurs, les indices value ont chuté pendant la crise, c'est le graphique en bas à gauche. Les croissances sont beaucoup moins baissées, elles ont bien resté. Et après, la progression a été correctement homogène. Ceci dit, les valeurs value sont en retard, restent en retard, alors peut-être elles restent comme leurs résultats ont relativement correctement résisté, leur PE se retrouve à un niveau inférieur au PE d'avant la crise. Et les valeurs de croissance se retrouvent à un PE qui est légèrement supérieur ou similaire. À nouveau, ce qui est les valeurs croissance value selon la codification monétaire et du CAC 40 équipondéré. Hein, donc c'est un petit univers. Donc, il y a plein de cas particuliers, on pourra y revenir. Mais donc ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on disait il y a un an, à savoir il y a un énorme écart entre le value et le croissance. Malgré le rebond du value entre novembre et mai, on est encore avec un écart qui est impressionnant, voire qui s'est accentué. Voilà. D'accord. Et donc, la question, alors après, la question, ça peut être mérité. Si on est un environnement on a à la fois un afflux de liquidité sur les marchés et des gens qui sont quand même inquiets. Donc, ils préfèrent se réfugier sur des valeurs très liquides, de qualité, qui sont irréprochables. Et ça peut se comprendre compte tenu de l'incertitude globale. Ceci dit, les actions en général sont pas chères, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Avoir des dépôts en banque, c'est être sûr de perdre de l'argent régulièrement en pouvoir d'achat. Et être créancier, c'est pas non plus une situation très, très favorable avec les taux tels qu'ils sont. Donc, détenir des actifs réels, c'est pas non plus idiot. Alors justement, vous tendez une perche à Laurent Dobler parce que pour l'avoir entendu plusieurs fois en conférence, il dit souvent que le value c'est pas cher, mais pour une bonne raison, c'est que c'est pas des très belles entreprises. Et alors Laurent Dobler, je vous pose la question sur la valorisation parce que vous, sur le portefeuille de Renaissance Europe, vous avez toujours une prime par rapport à l'indice. C'est logique, vous êtes sur plutôt des valeurs de croissance. Mais donc, est-ce que la croissance n'est pas devenue trop chère justement si on regarde ce graphique? Alors, je pense qu'il y a deux éléments dans les valorisations des multiples, à mon avis, des sociétés de croissance. Vous avez évidemment l'aspect taux,
parce que c'est des croissances longues, donc vous escomptez des bénéfices futurs à long terme, et donc évidemment les taux longs sont très importants dans votre calcul et le marché réagit à ça. Et le deuxième élément, c'est que effectivement, vous êtes je suis toujours connecté ou pas? Oui, très bien, on vous entend bien, parce pas de que problème. je vous vois plus, c'est pour ça, mais bon, pas On grave. vous entend bien. Donc, le premier élément, c'est évidemment les taux qui pour le moment restent bas, mais qui peuvent effectivement un jour remonter plus qu'on ne croit. Et le deuxième élément pour les sociétés de croissance qui est important, et c'est là où au-delà des taux reste le problème majeur, c'est de savoir si la croissance est facile à trouver ou pas. Quand vous avez un fort rebond cyclique, la croissance devient plus facile à trouver. Quand vous avez comme une situation aujourd'hui où il y a des tas de ruptures technologiques ou autres qui font que la croissance est de plus en plus difficile et que certains font plus la différence que d'autres, eh ben on a une situation qui est plus compliquée que d'habitude. Et si les taux restent bas, je crois pas que. Je pense que si vous voulez, nos ennemis entre guillemets classiques que sont que tout ce qui est les valeurs cycliques lourdes, comme par exemple les automobiles, ils ont des problèmes avec l'électrification, elles gagnent beaucoup moins, donc elles sont en mutation. Vous avez tout ce qui est les bancaires, elles restent avec des taux extrêmement bas quand même, et il y a des fintechs qui les attaquent. Vous avez aussi tout ce qui est pétrolière, qu'il va falloir il va falloir qu'elles gèrent aussi leur transition climatique. Donc, je pense qu'il y a vraiment le river sous the mean. Il est peut-être compliqué pour beaucoup de secteurs, et c'est peut-être pour ça que on fait assez bien malgré tout dans ce contexte parfois de reprise cyclique. Est-ce que du coup, ce que vous voulez dire, c'est que oui, c'est un peu cher, mais tant que les taux restent bas, ça peut rester un peu plus cher longtemps? Bah, voilà, c'est un peu ça que moi, c'est ça mon impression, c'est qu'effectivement, les taux sont. Le principal danger pour moi aujourd'hui, c'est plutôt les taux. Si effectivement on se trompe sur les taux et personne ne peut affirmer quoi que ce soit sur la macroéconomie à long terme, hein, donc c'est ça la question qui est ennuyeuse. Et là, mais bon, il n'y a pas de marge de sécurité sur le marché vis-à-vis des taux, qu'ils soient des values ou des croissances. Mais effectivement, au-delà des taux qui, à mon avis, pour le moment, ont l'air de plutôt se comporter de manière stable quand même, au vu de l'inflation qu'on connaît, qui est vécue, on verra, l'avenir le dira, comme temporaire. Mais voilà, donc si les taux restent là où ils sont, le manque d'alternatives par rapport à des sociétés de croissance qui font de mieux en mieux par rapport à leur secteur et à leurs concurrents, donc c'est difficile de trouver des vrais des vrais problèmes, si vous voulez, pour ces valorisations-là, au vu des taux là, comme ils sont aujourd'hui, et leur performance qui continue à s'améliorer après le confinement et 2019-2020. Merci Laurent. Eric, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la valorisation et votre sentiment sur la valorisation du marché? Oui, alors la valorisation du marché, ce n'est pas un énorme souci à ce stade parce que les bénéfices des entreprises ont été très bien orientés cette année. Donc finalement, le multiple de valorisation a plutôt tendance à baisser. On a aussi un manque d'alternatives finalement de la plupart des locataires. Ce qui nous préoccupe un petit peu plus en ce moment, ce n'est pas tant le multiple que la direction des bénéfices, parce que on a eu une très belle phase sur les bénéfices des entreprises. Et on sent qu'il y a maintenant une phase qui va être beaucoup plus compliquée. Nos indicateurs macro montrent des signes de ralentissement, on va dire, généralisés, assez préoccupants en Chine, mais on voit aussi d'autres signes ailleurs. Et il va y avoir optiquement une phase difficile pour la profitabilité des entreprises, avec des chiffres d'affaires qui vont être un peu plus sous pression qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Et des tensions qui vont arriver sur les marges. J'imagine qu'on va parler. Est-ce que ça veut dire qu'on a un petit peu mangé notre pain blanc sur les actions européennes? Enfin, sur les bénéfices en tous les cas. Sur les bénéfices, c'est certain. Enfin, il nous semble, c'est certain. Et on va rentrer dans une phase plus compliquée qui ne va pas être nécessairement durable, mais qui peut durer 2, 3, 4 trimestres. Et où il nous semble que les attentes sont un peu élevées. Donc, bon, comme les valorisations sont pas… Concrètement, c'est quoi?
Ça veut dire que sur les 12 prochains mois, on attend combien de croissance des bénéfices en Europe et vous estimez qu'on serait plutôt à combien? Bah, le consensus des analystes, c'est une croissance à 2 chiffres. Bon, c'est un peu toujours le défaut, hein, la croissance par défaut qui est mise par les analystes, sauf que maintenant, on a un point de départ qui est quand même beaucoup plus élevé que l'année précédente. Il ne me paraît pas impossible, compte tenu de ce que l'on voit, nous, sur notre lecture macro en tout cas, et des tensions inflationnistes, qu'il y ait, on va dire, temporairement sur 2022 une phase où les bénéfices n'arrivent pas à croître ou ne croîtront que assez peu. Donc, il y a un risque de révision à la baisse des bénéfices. Voilà, donc c'est ça qui nous préoccupe plus que le niveau de valorisation en soi. Donc, ça va peut-être une période un peu plus de transition, on va dire, pour les actions européennes. In fine, ça va quand même jouer sur le PE, puisque si les bénéfices sont moins forts qu'attendus, ça va mécaniquement faire monter le PE. Tout à fait, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça que le PE a eu tendance d'ailleurs à un petit peu baisser, parce que bon, le marché, je ne sais pas si dans sa préscience, s'attend peut-être à ce que la croissance des bénéfices futurs soit un peu moins forte que celle passée, et peut-être que celle qui est attendue par certains. Alors, je vais revenir sur le débat qu'on a un petit peu commencé sur value croissance. C'est vrai que l'an dernier, il y avait un débat. Alors, on va dire, allez, si je caricature, le plus value, c'était plutôt Romain Burdin et le plus croissance, c'était plutôt Laurent Dobler. Mais encore une fois, c'est une caricature. Et justement, j'aimerais savoir, Romain Burdin, pour vous, est-ce que le débat, il est dépassé entre value et croissance, ou est-ce qu'il est vraiment d'actualité, notamment avec les rotations qu'on a pu voir depuis un an? Je crois qu'il sera jamais, il sera toujours d'actualité. Il y aura toujours un environnement où, enfin, il y aura toujours des belles sociétés en croissance qui gagnent des parts de marché, qui s'imposent avec des secteurs d'activité qui se développent. Il y aura toujours des secteurs d'activité qui sont plutôt en retrait économique. Et donc, on aura toujours c'est au moins ces deux types de valeurs dans n'importe quel marché du monde et dans n'importe quel environnement. Donc la question, effectivement, c'est l'écartement de la valorisation qui est important. On a vu qu'il y a eu un rebond, effectivement, époustouflant des résultats des sociétés, y compris des sociétés qui étaient censées être sous pression, à cause de la crise du Covid. Donc il y a eu un vrai rattrapage, comme l'a dit Eric, et puis c'est vrai qu'après ces résultats époustouflants, 2022 est moins clair. Mais bon, 2021 n'était pas non plus très clair avant qu'on y arrive. Donc, on ne sait jamais. Effectivement, la tendance des analystes, c'est toujours de mettre plus 10%. Puis après, on arrive à moins 10 ou à plus 20. Donc, l'avenir, court terme, n'est pas prévisible. Donc, il y aura toujours ce débat. Aujourd'hui, le débat est quand même clair. Le risque pour les valeurs de croissance, comme l'a dit Laurence, c'est les taux d'intérêt. Le risque sur les valeurs value, c'est la croissance économique. Parce que c'est vrai que souvent, c'est des sociétés qui sont plus sensibles à la croissance parce qu'elles sont plus exposées à des cycles économiques. Alors, les sociétés pétrolières, par exemple, bénéficient bien sûr de la hausse du prix du pétrole. Elles font partie des sociétés value dont les résultats ont monté et vont monter. Et c'est vrai que les sociétés value sont souvent un peu plus fragiles, parfois un peu plus honnêtes parce qu'elles ont un passé, mais pas toujours. Donc, la croissance économique est effectivement le danger des sociétés value par rapport à cette croissance. Mais la hausse des taux, à l'inverse, c'est aussi une opportunité pour vous, parce que vous aviez l'an dernier un pari sur les financières, et notamment vous aviez parlé de Société Générale. La hausse des taux, ça viendrait vraiment faire monter, et on l'a vu surtout le mois de septembre, les financières. Oui, alors les financières ont surtout monté au cours de l'année dernière grâce à la résistance de leurs résultats. Les résultats s'étaient effondrés au début de la crise Covid parce que les banques avaient provisionné, c'est un peu mécanique, elles sont obligées de provisionner des risques potentiels, c'est les normes IFRS, donc elles provisionnaient énormément, et puis finalement on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de défaillance. Donc les défaillances des entreprises sont vraiment à un niveau extrêmement faible parce que les États ont fait ce qu'il fallait, parce que les taux sont restés à des niveaux très bas, parce que les spreads de crédit sont restés extrêmement fins. Donc toutes les sociétés endettées ont réussi à se refinancer, soit par l'intérêt de l'État, soit par l'intérêt du marché, mais les deux interagissent ensemble à des niveaux qui étaient inespérés pour une période de crise. Donc toutes les défaillances et donc les banques aujourd'hui fonctionnent avec des risques de taux de crédit qui sont faibles, elles ont des provisions excessives. Donc, c'est le résultat qui a monté. Le petit rebond des taux n'a pas d'impact sur le résultat des banques, ça aura un impact à 2, 3, 4, 5 ans si ça se continue.
Il y a un effet très retard. Effectivement, c'est un effet psychologique important. Merci. Laurent Debleur, je vais vous poser la même question un petit peu sur ce débat value-croissance. Est-ce qu'il est dépassé ou est-ce qu'il est d'actualité? Alors, je suppose d'actualité. Comme GES, quand même, c'est marqué sur votre site internet, c'est l'investisseur qualité-croissance. Donc là, on est vraiment dans ce débat-là. Oui, enfin, l'histoire, c'est quand même, quand on a une gérance, c'est quand même d'acheter quelque chose de sous-évalué. Donc, d'acheter 50 centimes, quelque chose qui doit valoir 1 euro. Alors, vous pouvez le faire différemment. Nous, ce qu'on fait, c'est trouver des croissances extrêmement solides et durables qui sont sous-estimées par le marché. Alors, c'est sûr que ce débat est quand même intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a des périodes où, effectivement, les investisseurs, surtout pour vos auditeurs, on sait très bien qu'il y a une période où les valeurs value rebondissent très fortement. Et donc, à ce moment-là, effectivement, les sociétés de croissance, même les meilleures, paraissent un peu pâles. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est dans ces cas-là, on essaie de trouver des valeurs de croissance qui croissent un peu plus fortement que d'habitude encore, comme type ASML, pour qu'elles ne pâlissent pas trop de la comparaison. Mais c'est vrai que ce débat value croissance en ce moment est assez pertinent. Et c'est vrai que aujourd'hui, malgré tout, par le stock picking et par le fait qu'on ait trouvé des sociétés en Europe qui ont vraiment très très bien fait, comme on a parlé d'ASML ou on pourrait parler de Novo Nordisk, etc. Eh ben, on a réussi pour le moment, et l'année n'est pas finie, je suis très prudent, mais on a réussi à tenir les indices dans une période qui n'était pas extrêmement favorable au style croissance quand même. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'à long terme, c'est les deux. L'important, c'est d'avoir une gestion stylée et de savoir la faire à long terme. À court terme, on a tous nos moments de gloire ou de gloire moindre. Voilà. Mais alors, justement, le risque qui était évoqué par Eric Bendahan sur peut-être que les bénéfices seront un petit peu moins au rendez-vous qu'attendu, mais c'est notamment sur les entreprises croissances que ça peut avoir le plus d'impact, parce que c'est là justement où on a des croissances élevées. Oui, c'est là où on peut avoir des espoirs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit nous pour le moment. Et je me suis très prudent parce que sur chaque société, il y a évidemment beaucoup d'incertitudes. Hein. On n'est pas dans la boîte complètement, ni chez les clients. Mais quand même, nous, ce qu'on voit, c'est que grâce à cette rupture numérique et environnementale et autres, de plus en plus, il y a des sociétés qui sont dans le même secteur et qui font des performances très très différentes. Et ça, c'est dû à un certain nombre de bons virages qui ont été faits. Vous comparez le chiffre d'affaires de L'Oréal par rapport à Unilever, bah, c'est vraiment sans comparaison. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a des sociétés de croissance qui sont moins bonnes que d'habitude et qui risquent de prendre la conjoncture de manière plus sévère s'il y a un ralentissement. Et il y en a d'autres qui, sans être en lévitation, devraient quand même tirer encore la perte du jeu. C'est pour ça qu'on les a en portefeuille, en tout cas, c'est qu'on y croit très fortement. Donc, ce que vous êtes tous en train de me dire, c'est ce qu'on entend traditionnellement dans une table ronde de stock pickers, c'est une année où la sélectivité est de mise. Je vais passer à la prochaine question. C'est vrai que la gestion thématique en ce moment est très en vogue et auprès des conseillers, des banquiers privés, il y a beaucoup de fonds thématiques. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour des fonds traditionnels qui font la sélection de valeurs dans un univers européen? Romain Burnand. Bon, bah merci pour la question. Moi, je crois que l'avantage effectivement des fonds thématiques, c'est que ça donne du sens aux investissements. C'est un sens qui est clair pour les investisseurs. Ils savent qu'ils investissent dans un fonds sur la digitalisation, dans un fonds sur le vie sur la population ou dans un fonds sur l'intelligence artificielle. Mais notre expérience, et l'expérience notamment de la bulle Internet, c'était que quand on investit dans un fonds thématique, en général, c'est que le thème, si on est très en avance dans le thème, c'est une très bonne chose. Le thème devient à la mode s'il est pertinent, les flux affluent, et donc il faut choisir. Et donc parfois on peut avoir des bulles. Donc on a eu ça pendant la bulle Internet, des années 2000. Les fonds Internet sont devenus des cendres. On a eu ça plus récemment sur des fonds thématiques ou sur les ETF thématiques sur les énergies renouvelables. On fortement tiré. On a l'uranium, je crois, en ce moment qui est complètement qui est en feu. Voilà, alors il y a des thèmes, voilà, donc c'est bien d'y être.
Sauf que, effectivement, ça favorise les bulles et vous retrouvez après le gérant responsable à avoir acheté des valeurs, soit trahir votre thème, soit avoir acheté des valeurs que vous ne devriez pas acheter. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir exprimer, je pense que c'est le cas de mes collègues, c'est d'exprimer de nombreux thèmes différents à l'intérieur de fonds qui sont des fonds généralistes. C'est pas parce qu'on est généraliste qu'on fait tout. On est généraliste parce qu'on est capable de tout faire, mais on fait des thèmes. Donc là, par exemple, je vois que vous marquez notre approche qui qu'on appelle des micro-secteurs d'activité. Le vélo, ce n'est pas quelque chose qui était très à la mode jusqu'à récemment. C'était un secteur très traditionnel, éclaté. Et puis, suite au développement du vélo électrique et au développement aussi du bien-être santé du Covid, les ventes de vélos explosent. Il y a des ruptures d'approvisionnement sur la chaîne de valeur. Et donc, le secteur du vélo est un secteur intéressant puisque ça semble être un secteur de croissance pour au moins les 10 années qui viennent. On prévoit que le nombre de vélos vendus en Europe va augmenter de 50%. Et comme les vélos électriques prennent une part plus importante dans le mix des vélos vendus, le chiffre d'affaires du secteur des vélos va doubler dans les 10 ans qui viennent. C'est les estimations de la profession. Et on pense que c'est réaliste. Et c'est vrai que ce n'est pas idiot aujourd'hui de s'intéresser à des valeurs qui seraient liées à ce secteur. Ce sont aujourd'hui des petites valeurs, sauf une, le Shimano au Japon, hein, qui est un fournisseur notamment de freins et de changements de vitesse qui est incontournable, qui a réussi à avoir une capacité de pricing et une maîtrise du marché étonnante. Et on a dans les fabricants de vélos Axel, qui est coté en bourse en Hollande, qui est un fabricant multi-européen. Il est présent en France sous la marque Lapierre. On a des fabricants qui se trouvent à Taïwan. Bref, on a un secteur global du vélo européen qui a des fournisseurs en Asie et qui se développe. Par exemple, on a un site internet qui vient de se créer qui s'appelle Paris 24 pour vendre des accessoires de vélo. On a une introduction en bourse récente, Agirs, une introduction pour des sociétés allemandes d'équipementiers pour des roues de vélo. Enfin, voilà, c'est un secteur qui se développe, c'est un micro-secteur. On ne va pas en faire un fonds thématique parce qu'il n'y a pas assez de valeur et ce serait trop étroit. Mais en tout cas, c'est un thème qu'on regarde à l'intérieur de nos analyses, comme on regarde beaucoup d'autres thèmes, les énergies renouvelables, les services d'énergie, la R&D externalisée, beaucoup d'autres choses. Parce que justement, je vous pose aussi la question à tous, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui avec des fonds thématiques de plus en plus précis sur un investissement, sur un univers d'investissement qui est trop restreint et donc qui fait poser quelques risques aux investisseurs? Ouais. Je ne sais pas, Eric Bendaron, oui, oui, si vous voulez. si je prends mon chapeau président d'une société de gestion, c'est relativement facile de sortir des fonds thématiques. C'est vrai qu'ils connaissent un certain engouement. On n'a pas besoin de mobiliser des ressources importantes pour lancer un fonds avec une équipe de deux gestionnaires, c'est souvent suffisant. Maintenant, c'est vrai que je suis complètement en accord avec l'approche de Romain. Malheureusement, quand une thématique rencontre beaucoup d'engouement et donc se met à collecter, une grosse partie de la performance a déjà eu lieu finalement. Et donc, si je me mets plutôt à la place de nos investisseurs, le timing d'investissement est souvent mauvais. Donc, c'est un peu le problème. Alors, certains ont des approches multithématiques et puis les gens se débrouillent un petit peu pour aller pêcher la thématique qui leur intéresse. Mais je pense que c'est le problème de fond de ce segment-là. Donc, nous aussi, on préfère avoir des fonds. Alors, ce n'est pas uniquement le cas de ceux qui sont encore gérés par moi-même, mais aussi d'autres équipes qui vont, à l'image de Romain avec le vélo, rechercher leur propre thématique plutôt que de lancer un fonds sur un thème où souvent, malheureusement, le timing est bon. J'ai été marqué, alors je ne le gérais pas moi-même, mais par un fonds tech asiatique qui avait été lancé en grande fanfare chez AXA en février 2000. Bon, ça s'est très mal passé derrière. Et malheureusement, c'est souvent le problème de timing de ce lancement de ces fonds. Et vous avez une approche aujourd'hui chez Eleva qui, au-delà des thématiques, est beaucoup plus cyclique, défensive, notamment avec votre Eleva Capital Index. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Donc là aussi, c'est pour répondre partiellement au débat cyclique, enfin croissance value. On a une approche pragmatique à notre niveau, donc on est agnostique sur le style. En revanche, on s'appuie d'indicateurs avancés pour trouver les points d'inflexion de l'économie.
parce que c'est à ces points d'inflexion où on peut faire le plus d'argent ou en perdre le plus. Parce que théoriquement, quand les choses vont très très mal économiquement, mais qu'elles commencent à aller un peu moins mal, c'est là où il faut prendre du risque, c'est là où il faut acheter des cycliques. Mais c'est très très difficile d'arriver avec cet état d'esprit, avec une approche uniquement bottom-up, parce que les entreprises sont très prudentes, la visibilité est encore assez mauvaise. Bon, c'est le scénario dans lequel on était encore en mars-avril de l'an dernier, où on voyait l'écroulement de notre indicateur avancé. Et là, je pense qu'on est dans une phase un petit peu, finalement, c'est l'opposé. Donc, on a eu un rebond en V de l'économie. L'économie se détériore. C'est assez facile aujourd'hui de prendre une vue positive parce que les entreprises sont optimistes, elles ont publié des résultats records, les carnets d'ordre sont encore bons. Néanmoins, pour nous, la dérivée seconde est déjà en train de se détériorer, donc on rentre dans une phase plus compliquée. Donc, parfois, ça colle avec croissance value, parfois pas tout à fait. Mais ce que ça veut dire, en tout cas à notre niveau, c'est qu'on a beaucoup réduit l'exposition cyclique de nos portefeuilles pour aller vers des sociétés qui sont moins sensibles au cycle économique, qui ont du pricing power, sur lesquelles la visibilité est meilleure. Et c'est vrai qu'on paie une prime pour ce type d'entreprise, mais elle est peut-être justifiée compte tenu de la période un petit peu plus houleuse que l'on s'attend à avoir sur les 12 prochains mois. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est vrai que l'an dernier, on l'avait un petit peu fait, c'est-à-dire de parler action, de parler société, et ça avait été demandé dans l'enquête post-conférence de peut-être un peu plus parler de valeur. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler d'une valeur exemplaire de votre gestion actuellement en portefeuille? Donc, ce n'est pas forcément votre plus forte conviction, mais c'est une valeur qui représente bien votre gestion. Romain Burnand, est-ce que vous voulez bien commencer? Oui, je veux bien, c'est des questions qu'on aime bien. Parler de valeur, effectivement. Je pense à une société qui s'appelle EDPR. C'est une société d'énergie renouvelable, filiale d'EDP. EDP, c'est l'EDF portugais. Et cette société a été introduite en bourse en 2008 à 8 euros. À ce moment-là, existait déjà EDF Énergie Nouvelle qui était déjà introduit en bourse, la filiale d'EDF sur les énergies renouvelables, et Enel Green Power, la filiale d'Enel italien, l'énergie renouvelable, était introduite un peu après. Donc, introduction à 8 euros de DPR, donc en 2008, dans une période qui a été une période un petit peu troublée. C'est une introduction, 30% de flottant. Petite capi boursière parce que c'est une valeur qui est pas énorme. Capi boursière qui doit être de l'ordre de 500 millions d'euros à l'époque. Et en fait, ces introductions en bourse, les secteurs des renouvelables étaient déjà un secteur en bonne croissance. Le thème était déjà un thème mûr. On projetait déjà à l'époque le fait qu'un jour ces énergies seraient compétitives et n'auraient plus besoin de subventions. C'était pas encore le cas, mais on y est arrivé. Ce thème est devenu très important. Les grosses sociétés qui avaient introduit leurs filiales d'énergie renouvelable ont voulu les racheter. C'était le cas d'EDF qui a racheté, EDF Énergie Nouvelle. C'était le cas d'Enel Green Power qui a été racheté par sa maison mère. Et EDP a aussi voulu racheter EDPR, mais à un prix qui nous paraissait très insuffisant. Donc, ils ont voulu le racheter à 6,80. Ça, c'est une offre qu'ils ont fait en 2017. Donc, 9 ans après l'introduction en bourse à 8 euros, ils veulent sortir leur filiale à 6,80. Donc, nous n'avons pas accepté cette offre. D'autres aussi n'ont pas accepté. Le titre est resté coté, mais avec un flottant plus réduit, qui s'est réduit à 17% du flottant, et un prix qui était inférieur au prix d'introduction d'un flottant qui avait encore réduit en taille, qui devait faire 300-400 millions d'euros. Et la société a arrêté de communiquer en disant maintenant je communique au niveau de DP et je m'occupe plus de cette filiale qui est cotée. Donc c'est un comportement contestable. On est resté actionnaire, mais c'était une société qui était devenue moins liquide. Et toute la question était de savoir qu'est-ce qu'il ferait, est-ce qu'il ferait contre-offre ou pas. Mais entre-temps, la société progressait. Le cours ne progressait pas beaucoup parce que c'est une société qui communiquait peu, c'est une société qui était peu liquide. Et on voyait par exemple les prix des transactions sur des parcs éoliens, parce que DPR est spécialiste d'éolien et en partie aux États-Unis, des transactions qui se faisaient à des prix qui étaient très nettement au-dessus de la valeur en bourse de DPR. Et puis finalement, il ne s'est rien passé de spécial. Il y a eu l'engouement sur les énergies renouvelables. L'engouement était tel que cette valeur qui était un peu oubliée, qui ne communiquait pas, a quand même été choisie
par des investisseurs qui ont voulu jouer ce thème. Des ETF sont rentrés, la CAPI a fortement monté, elle est passée de 6-7 euros où elle traînait pendant des années, elle est passée dernière au plus haut à 25. À ce moment-là, c'était peut-être un peu excessif, c'était très rapide. Mais en tout cas, ça avait rattrapé le retard et ça reste une société dans le portefeuille. Entre-temps, EDPR, donc la filiale est devenue plus grosse ou aussi grosse que la maison mère. Donc, il n'y a plus de possibilité pour la maison mère de l'acheter. Et elle a décidé, la filiale a fait une augmentation de capital de plus d'1 milliard d'euros au début de l'année dernière, à un prix qui était un prix acceptable de 17 euros, sur lequel nous avons souscrit. Du coup, voilà, maintenant, on a une société dont le flottant qui est relativement connu. Le flottant est de 5 milliards d'euros. Elle est devenue beaucoup plus liquide que par le passé. Elle est mieux valorisée. Et on pense qu'elle a encore un boulevard devant elle, car elle est assez solide. Elle est en amont de nombreux projets et elle a un track record de croissance sous-jacente qui a été un track record très solide. Ouais. Romain Burdan, ouais, je vais vous arrêter là parce que si on veut avoir le temps, mais c'est normal, je demande à des stock pickers de parler de titres, donc forcément, ça prend. Et encore, je vous ai passé beaucoup de détails. Je m'en doute. Et on voit bien que vous êtes tactique aussi et que vous êtes agnostique au niveau du style, puisque l'an dernier, vous nous parliez Société Générale et là, vous nous parlez énergie renouvelable. Donc, il y a vraiment un écart assez important entre les deux. Laurent Dauvler, est-ce que voilà, vous voulez nous parler d'un titre un petit peu exemplaire de votre gestion qui est en portefeuille? Oui, écoutez, on va rester dans l'énergie un peu renouvelable avec Linde. Hein. Vous savez qu'ils ont fait une fusion avec Praxair. Et en fait, c'est une société comme Air Liquide, sauf qu'elle est un peu plus dynamique parce qu'elle a encore plus de croissance pour le moment. Et donc, on voit une croissance de l'ordre de 10% assurée, plus un joker qui sera lié à l'hydrogène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des pans entiers de l'économie doivent être décarbonés. Et c'est vrai que l'hydrogène est une solution pour tout ce qui est non seulement véhicules lourds, trains, etc., mais également pour tout ce qui est production d'acier, voire de ciment peut-être. Donc, on va avoir un usage très important de l'hydrogène. Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'hydrogène et eux, ils sont assez agnostiques. Vous pouvez faire ça pour la faire de manière un peu plus verte avec de la capture. Hein. Donc, vous enfouissez le CO2 dans des vieux gisements de gaz, par exemple. Vous pouvez le faire avec avec des énergies renouvelables comme l'éolien ou le nucléaire ou le solaire, évidemment. Il y a aussi il y a beaucoup de choses qui se développent, des nouvelles technologies, même à partir en fait, traditionnellement, vous la faites à partir du gaz qui est très, très polluant, mais il y a semble-t-il, des manières de séparer ce gaz qui se dessinent aussi. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des fonds sectoriels. Nous, dans ce domaine de décarbonisation et de vagues vertes qu'on souhaite tous, parce que c'est vrai que 31 milliards de tonnes de CO2 tous les ans qui se cumulent et qui mettront 200 ans à disparaître, c'est un peu compliqué. C'est vraiment l'éléphant dans la chambre. Donc il faut qu'on trouve des alternatives et des solutions, mais c'est vrai qu'un fonds sectoriel, il y a tellement de choses qui peuvent encore bouger dans ces économies renouvelables que je comprendrais qu'on le fasse. Maintenant, nous, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de trouver des franchises assez certaines. Et là, Linde, c'est en fait la société qui nous paraît la manière la plus sûre de jouer cette lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on est assez optimiste d'avoir non seulement une croissance à 2 chiffres, mais que l'hydrogène va être une clé essentielle et ils sont les meilleurs sites. Quand vous êtes dans des ports ou vous faites déjà ça pour des raffineurs, etc., vous êtes pas loin vous avez des très bons sites pour avoir des accès à de l'éolien vert, de l'électricité éolienne vert, etc. Donc voilà, ça en ce moment, on a une grosse position dans l'Inde à cause de ça. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, Eric Bendan, est-ce que vous allez nous parler d'énergie renouvelable, vous aussi? Allez, non, j'ai changé de registre. Alors, c'est vrai que l'an dernier, j'avais parlé de Stellantis. Là, j'ai fait un petit peu un grand écart et parler d'une société un peu à l'autre, le côté du spectre, qui est Novo Nordisk, c'est-à-dire que je vois dans la présentation de Laurent devant nous. Alors, c'est une société. J'ai hésité à en parler aussi. Ah oui, je me demandais, en fait, bon, j'avais un plan B autrement pour éviter que l'on se répète un peu trop, mais
Voilà, donc c'est une société qui n'est pas familiale, mais qui est détenue par une fondation, la Fondation Novo, qui a toujours été historiquement très présente dans le traitement du diabète, sur lequel ils ont toujours eu des produits au top de l'innovation, et notamment une classe qui est les GLP-1, qui gagne des parts de marché de façon structurelle pour le traitement des diabétiques. Mais ce qui est intéressant et peut-être un petit peu nouveau cette année, c'est ce qui se passe au niveau de l'obésité. Ils sont la deuxième génération de produits. Ils ont un produit qui s'appelle Wegovy qui permet de réduire le poids pour des obèses entre 15 et 20% au niveau de, en dépendant du degré d'obésité. C'est des résultats qui sont considérables. Et ce que l'on a vu, c'est le troisième meilleur lancement de l'histoire des médicaments aux États-Unis depuis toujours. Le produit est à 1,7 milliard de ventes dans sa première année et avec un certain nombre de contraintes d'approvisionnement aujourd'hui. Donc, je pense que la demande aurait été supérieure. On trouve que le consensus est très bas sur les attentes spécifiques sur ce produit. On pense que ça peut être 10 milliards et plus, d'autant plus qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent qui sont encore plus efficaces. Voilà, si je mets par exemple une attente à 10 milliards de dollars, en fait, on ne toucherait que l'épaisseur du trait par rapport au marché adressable, moins d'1% des obèses dans le monde et à peine 10% des obèses sévères aux États-Unis uniquement. Donc, ça montre le potentiel très important de ce produit. Donc, ce n'est pas une société à une valorisation basse. En revanche, les attentes nous paraissent assez faibles et la société est très différenciée sur son retour sur capital employé, ses marges, et les attentes nous paraissent encore très modestes, notamment sur cette classe de produits. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question que je trouve intéressante dans les questions des auditeurs. Ils posent la question, qui est une question géographique par rapport aux Nordiques. Parce que c'est vrai que les performances des Nordiques sont plutôt très bonnes. Moi, c'est vrai, dans les fonds qu'on analyse, on voit aussi pas mal de fonds qui vont aller chercher la croissance, notamment sur la santé, la medtech, les mid-cap dans les Nordiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez avec intérêt, qui est dans votre scope, hors de votre scope? Je ne sais pas qui veut intervenir. Bah, Oui, Laurent. moi, j'ai toujours aimé les valeurs nordiques. C'est vrai qu'elles sont souvent des explorateurs de secteur. C'est un peu viking, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être assez violent aussi dans les deux sens. Mais c'est vrai que les Danois ont été une énorme source d'idées pour nous récemment dans les 10 dernières années. Mais on a aussi énormément de bonnes idées en Suisse. Donc, si je devais réserver la croissance à deux zones géographiques, c'est vrai que je serais très facilement passé de l'Angleterre, mais j'aurais plus de difficultés de me passer de la Suisse ou des pays nordiques. Merci. Maintenant, une question, je l'avais déjà posée la dernière fois, mais c'est vrai que devant le succès, devant les performances, vos fonds ont atteint des tailles assez impressionnantes. Est-ce que c'est toujours possible de faire de la performance avec des tailles de fonds aussi importantes? Alors, vous allez tous me répondre oui, évidemment, mais je suis là pour vous titiller un peu. Eric Bendahan, vous avez plusieurs fonds qui ont soft closé. Est-ce que, voilà, quelle est la politique par rapport à ça? Jusqu'à quelle taille c'est acceptable? Alors, oui, non, c'est une question qui reste pertinente. On le sait, l'ensemble des fonds gérés par moi-même sont maintenant soft closés. Donc, on est dans une logique d'essayer de limiter, on va dire, la croissance pour nous permettre de garder une capacité à performer. Bon, c'est vrai que c'est pas une course de vitesse. On sait qu'on ne va pas nécessairement être les meilleurs du marché dans toutes les phases de marché. Il serait illusoire que de le penser. Voilà, en revanche, il nous semble que on garde quand même la capacité à être flexible, à s'adapter dans des phases de marché différentes, sur nos produits longs, mais aussi sur les produits long short que l'on gère. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine évolution dans le marché européen qui n'est pas inintéressante. Enfin, nous, en tout cas, c'est le fruit de notre analyse. En fait, on a des
on a des méga caps en Europe qui font très bien. Alors, les Nestlé, ASML, LVMH, Novo Nordisk ont des performances qui sont souvent meilleures que celles de sociétés qui sont 10 à 15 à 20 fois inférieures. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas, en ce moment. Alors, est-ce que c'est un début d'un phénomène GAFA européen qui se met en place? Peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit sur les 3-4 dernières années, ce qui fait qu'on a eu tendance à aussi pondérer un peu plus des dossiers de taille un peu plus large, mais c'est uniquement le fruit de choix de valeur. Merci. Alors, je vais poser la même question à Romain Burdan. C'est vrai que votre fonds phare, c'est Moneta Multicap. Est-ce qu'on peut encore être multicap? Alors, la taille, c'est forcément un handicap à la performance. Hein, faut pas se leurrer. Et souvent, je dis, c'est nos clients qui nous donnent ce handicap parce qu'ils nous choisissent. Et puis, si jamais ils se trompent et si jamais on trébuche, malheureusement, nos clients sont pas captifs, même s'ils nous adorent. Donc, ils nous redonnent un peu d'espace. Donc, on est bien conscient de ça chez Moneta, puisqu'on a fermé un fonds Moneta Micro-entreprise, un fonds de petite valeur. Il est fermé chez nous depuis 2009. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'il est fermé. Il continue à être géré, il continue à avoir de bonnes performances. Pour une petite valeur, effectivement, c'est dangereux qu'il soit trop gros. Et c'est pour ça qu'on l'avait fermé. Ce n'est pas un soft close, c'est une fermeture réelle depuis 12 ans maintenant. Il fait quand même maintenant 450 millions d'euros grâce à la capitalisation. Alors, multicap, effectivement, c'est clairement avec un fonds de 3 milliards d'euros, on ne pourra pas avoir 100% de valeur moyenne ou 100% de petite valeur. Donc, on va bien sûr faire attention à la liquidité. On a une réponse qui est d'augmenter le nombre de nos lignes. Au fur et à mesure aussi, on a augmenté le nombre de notre équipe de gestion. Donc ça, c'est une réponse partielle. Et bien entendu, c'est plus difficile de gérer 3 milliards que de gérer 500 millions d'euros. Ceci dit, c'est la rançon du succès. Et si on sous-performe, on sera vite négligé. Alors, on a d'autres fonds, bien sûr, dans la gamme de Moneta. On a Moneta Long Short, qui est un fonds aussi performant, qui, lui, n'est qu'à 400 millions d'euros, donc une bonne capacité de progression. Et voilà. Donc, c'est clair. C'est un handicap qui est donné aux gérants et c'est une responsabilité qu'on prend, qu'on essaye d'assumer en se concentrant sur un nombre de fonds réduit, même si on a élargi un petit peu notre gamme récemment. Et puis, et la perf l'année dernière, par exemple, de Multicap a été la perf la plus relative, la plus élevée de son histoire avec 12% de son performance. Donc, merci beaucoup. Mais c'est plus difficile. Très bien. On arrive maintenant vers la fin de cette conférence. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. J'aimerais que vous nous donniez les plus fortes convictions pour les mois à venir, en termes soit de valeur, soit de secteur, soit value, croissance. Voilà, quelles sont les plus fortes convictions? Et je vais en profiter. Il y a une question dans l'auditoire, notamment sur le secteur du luxe. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut en dire quelque chose. Tenez, Laurent Dobler, vous acquiescez. Donc, je vous donne la parole sur ça, sur les plus fortes convictions. Eh ben, je pense que le luxe, évidemment, il y a vraiment, enfin, en tout cas, il y a deux sociétés qui se dégagent vraiment clairement au sein des sociétés de luxe. C'est LVMH qui a en fait où Dior notamment est en train d'exploser favorablement en allant vraiment sur la trace de Chanel. Hein. Donc, on a vraiment un méga facteur là dans le groupe LVMH qui lui permet de se distinguer de ses concurrents et Hermès qui continue son métronome bien mieux que les autres en étant la valeur la plus haut de gamme du luxe. Donc on a vraiment une grosse conviction sur le luxe. C'est sûr que il faut quand même regarder la géopolitique en ce moment avec la Chine. C'est sûr que si tout d'un coup les tensions montées sur Taïwan, etc., on pourrait avoir quelques sujets dans le domaine du luxe, mais pour le moment, ce qu'on voit est vraiment une grosse appétence en Asie et notamment en Chine pour le luxe qui est resté très forte et pour le moment on a des jolis relais de croissance dans le domaine du luxe et on a les champions européens, c'est les Européens qui font la différence. Ce sont les meilleurs gérants d'actifs, surtout les groupes français. Voilà. Merci. Eric Bendahan, sur les plus fortes convictions.
aujourd'hui? Voilà, donc notre commission on en a un petit peu parlé par rapport au cycle, c'est qu'on va rentrer dans une phase un peu plus compliquée. Alors, c'est pas un hasard complet quand on ait parlé de Novo Nordisk. Je trouve que le secteur de la santé me semble être un secteur assez intéressant et finalement pas si chèrement valorisé que cela aujourd'hui. Alors, je me permets quand même, secteur de la santé, de quoi on parle? Parce qu'entre les big pharma, la biotech, la medtech, c'est quand même très différent. Donc, c'est quoi qui vous excite dans la pharma? Ouais, alors, biotech, non, on ne fait pas. C'est trop volatile, trop compliqué. Il faut avoir vraiment un portefeuille biotech, ce qui n'est pas vraiment notre approche. Donc, moi, ça va être. Alors, bon, medtech, on a des entreprises comme Straumann, Lonza, mais aussi gros laboratoires pharma. Surtout parce que ceux-ci sont quand même beaucoup moins à la mode aujourd'hui. Les niveaux de valorisation sont plus raisonnables. Et pourquoi ça décolle pas? Parce que ça, j'entends les gérants dire depuis un an, on surpondère la santé, et je l'entends aussi bien sur des gérants value que des gérants croissance. C'est un des rares secteurs qui est entre les deux. Pourtant, ça ne décolle pas. Qu'est-ce qui manque comme catalyseur? Alors, il y a une certaine lecture macro à avoir. Hein. C'est pas un secteur qui fonctionne bien dans des phases d'accélération du cycle macroéconomique, parce que, bon, un peu par définition, les sociétés sont assez peu sensibles à ce cycle-là. Donc, c'est là où nous, on utilise un peu nos indicateurs avancés. Bon, ça rentre d'ailleurs plutôt bien dans une phase de décélération du cycle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour nous la première grille de lecture. Donc, le secteur a été du coup moins à la mode, a moins cru ses bénéfices que la moyenne des entreprises européennes. Mais on pense que ça peut un petit peu changer. Il y a eu des inquiétudes sur les prix des médicaments aux États-Unis, donc qui restent encore valables. On a un cycle d'innovation assez intéressant, des sociétés qui passent par une phase un petit peu de transition qui est souvent derrière elles, et des valorisations qui sont quasiment très basses par rapport à leur moyenne historique. Donc, c'est un secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Ça n'a pas nécessairement été le cas structurellement chez nous. Voilà, je pense qu'on ne m'avait pas posé la question la dernière fois, mais on était assez nettement sous-exposé sur ce secteur il y a un an. Donc, ça veut dire que le secteur vous intéresse pour ses fondamentaux, mais aussi pour son caractère défensif dans une phase que vous estimez un peu plus délicate, on va dire. Tout à fait, c'est la combinaison des deux. Non, mais je pense que les pharmaceutiques ont souffert aussi parce que le Covid n'a pas été favorable forcément pour les pharmaceutiques, sauf certaines européennes, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup moins de visites, notamment tout ce qui est cancéro, etc. Donc, il y a eu aussi un peu de déception fondamentale. Mais les sociétés, effectivement, comme Novo, qui est la deuxième position du portefeuille chez nous, elle est quand même en hausse de 55%. Donc, quand on a un bon stock picking et des sociétés qui continuent à croître, le marché le salue. Donc, je pense que c'est plutôt une question fondamentale. Les fondamentaux du secteur pharmaceutique ont été un peu mis à mal par l'épidémie du Covid que vraiment une désaffection longue et le prix des médicaments, c'est un peu un serpent de mer. Donc, on ne sait pas très bien quand vraiment ça aura un impact important. Merci. Et donc, Romain Burnand, sur les plus fortes convictions chez Moneta? Alors, les dernières, j'avais cité assez général. Je pense que ça reste une ligne importante du portefeuille. Alors, si les indicateurs avancés d'Eleva continuent à baisser, ce ne sera pas la valeur la plus à la mode, mais elle reste quand même à une valeur. Elle avait un prix dérisoire. Elle est dans une bonne dynamique de résultats qui devrait pouvoir continuer. J'ai une idée qui est plus que, on a bien aussi des secteurs qui sont dans des cycles différents du cycle économique. Donc, il y a le secteur du dragage, qui est un secteur, c'est un micro-secteur, hein, c'est un secteur d'un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 10 milliards de dollars par an. Il y a 4 sociétés qui détiennent 80% ensemble du marché, c'est 4 sociétés du Benelux. De son côté, c'est Boskalis et CCFE. Le secteur du dragage, c'est un secteur très cyclique parce qu'il faut des gros bateaux, il faut en face des projets. Il y a eu des très gros projets au milieu des années en 2015, notamment avec un gros travail au canal de Suez. Depuis, le secteur est tombé en creux de cycle et est en train de remonter. Il est normalement dans un cycle et nous pensons qu'il a des chances dans 2 ans d'aller vers le cycle. Donc, on pense qu'on a là un facteur spécifique à ce secteur de sociétés de capi de l'ordre de 300-400 milliards d'euros qui peuvent performer et qui sont aujourd'hui, ça ne fera pas un fonds thématique, c'est ça que 2 sociétés cotées, mais enfin, en tout cas, ça fait 3-4% de Moneta Mid Cap et c'est des valeurs qui sont atypiques.
Merci beaucoup. Alors, je vais poser la dernière question, qui est une question de synthèse et un peu d'ouverture un peu commerciale, on va dire, mais c'est pourquoi faire des actions européennes dans votre société de gestion? Et ce sera donc la dernière question. Eric Bendaran. Oui, c'est jamais toujours la plus facile, hein. Bon, bien entendu, nous on reste modeste, et puis sinon le marché, je dis souvent, nous apprend une leçon d'humilité que l'on retient derrière. Mais voilà, nos convictions en tout cas, c'est que on peut différencier avec voilà, une philosophie qui va nous faire travailler sur des segments particuliers. On a parlé très brièvement des sociétés familiales, il y en a d'autres chez nous. Euh, mais avec une approche, on va dire, pragmatique, où on s'appuie aussi d'indices macroéconomiques, ça on en a déjà parlé, pour nous permettre de trouver finalement le containing et avoir une certaine lecture du cycle. Donc c'est pour nous la combinaison des deux qui, on l'espère, continuera à délivrer une performance correcte pour nos portefeuilles. Merci beaucoup. Laurent Dobler, pourquoi investir sur Renaissance Europe pour faire des actions européennes? Nous, on a une offre globale, donc on a toutes sortes. Vous avez le choix chez nous, vous pouvez avoir différents pays, du Japon, de l'émergent, de l'Asie. Voilà, donc on couvre un peu la planète Quality Growth chez Comgest. L'intérêt des sociétés européennes, c'est leur grande qualité. Effectivement, c'est qualité et croissance, c'est les deux mots clés pour nous. Et je pense dans les deux mots, le mot qualité est le plus important quand même. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a des franchises d'une qualité exceptionnelle, d'une visibilité exceptionnelle. Comme Essilor, par exemple, enfin, qui sont des archi-leaders, surtout depuis qu'ils ont fusionné avec Luxottica. Donc Essilux, maintenant, voilà. Donc on a des sociétés qui sont effectivement pas les plus fortes croissances, mais qui sont peut-être les plus visibles et les plus endurantes en quelque sorte par rapport à des sociétés technologiques américaines qui restent avec des business models qui se transforment un peu plus que d'habitude qu'on a l'habitude nous en Europe. Merci beaucoup. Et donc, pour conclure, Romain Burnand, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des actions européennes chez Moneta? Alors, en plus, européenne, vous avez plutôt un biais France, hein, en plus, sur Moneta Multicap notamment. Oui, oui. Bon, je souscris à ce qu'ont dit mes deux collègues, hein. Nous, on est des stock pickers, il y a un gisement de valeur, on a une proximité aussi géographique et culturelle qui peut aussi nous aider hein, dans des cas, des cas qui peuvent être particuliers et parfois complexes. On a une passion pour notre métier. Si on était en Asie, on investirait dans des valeurs asiatiques. Moi, je suis lorrain et la devise des Lorrains, c'est je meurs là où je m'accroche, c'est comme le lierre, si vous voulez. Et on a aussi une politique de laboureur, donc on laboure nos dossiers, on a notre terre, on la connaît, on la travaille année après année, on la féconde, on met un peu de compost et tout va bien. Et on reste là où on est. Et finalement, sur le très long terme, on s'aperçoit que c'est pas plus mal. Quand je suis revenu de Londres pour créer Moneta en 2003, on me dit mais qu'est-ce que tu viens faire pour créer une société en France en 2003 alors que tu habites Londres et tout va bien. Aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Je n'avais pas prévu de Brexit et rien. J'ai fait ce qui me plaisait et finalement, les performances ont été au rendez-vous. Et je pense que c'est à nos clients de diversifier leur portefeuille et leur choix. Et certainement, ils choisiront au moins l'un d'entre nous trois pour faire un portefeuille de qualité. Vu les encours, en tous les cas, a priori, ils choisissent souvent un de vous trois. Bah, écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie tous les trois. Donc, on l'aura compris, forcément, vous êtes plutôt positif sur les actions européennes, mais quand même, la sélectivité reste de mise parce que on va dire c'est plus aussi facile. Enfin, on n'est plus dans un marché qui va monter fortement. On a un petit peu des risques à l'horizon et notamment sur les bénéfices, comme l'exprimait Eric Bendaran. Donc, je dirais d'autant plus nécessaire de faire appel à des spécialistes. Merci à vous trois et puis merci à notre auditoire et à très bientôt. Au revoir. Merci Pierre. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, je pense qu'il y a des connectés. Ouais.